Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 18 février 2026. Aujourd'hui, on va parler de BMW, de Mercedes et de Audi qui sont forcés de brader leurs voitures pour relancer les ventes et ainsi survivre. On parlera de Stellantis avec pas mal d'actualités différentes puisque figurez-vous qu'il y a encore un rappel. C'est au moins le 5e depuis le début de l'année, ça commence mal en 2026 chez eux. Et c'est pas chez Maserati qu'on va nous dire le contraire puisque les chiffres 2025 ont été publiés et c'est catastrophique. On parlera également hausse des prix des assurances pour les voitures électriques en France. Et pour terminer, on parlera d'un nouveau rapport de la FIEV, la Fédération Française de l'Industrie et des Équipementiers Automobiles, qui montre que l'intégralité de la filière auto française est durement touchée par la crise actuelle. Juste avant ça, je vous ajoute un petit complément d'information qui concerne Audi, dont on va reparler plus tard dans cette vidéo pour une autre actualité. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on apprenait qu'il était fort possible chez Porsche, après plusieurs années de tergiversation, que les futures versions 100% électriques de la Boxster et de la Cayman soient purement et bêtement annulées. Le problème pour Audi, c'est que les plateformes qui étaient développées pour ces versions 100% électriques chez Porsche devaient servir de base pour la nouvelle sportive électrique de Audi, qui sera basée sur la Concept C et qui sera une espèce de renaissance de la Audi TT. On aurait pu se dire que si Porsche annulait le développement de ses sportives électriques et donc le développement de ses plateformes pour également impacter ce futur modèle électrique chez Audi, eh bien non, puisque le patron de Audi a confirmé ce jour, Gernot Doldner, que malgré l'incertitude qui règne autour de ces futures versions électriques chez Porsche, Audi sortira bien son Concept C en 2027 et qu'elle réutilisera bien cette plateforme qui avait été développée en partenariat avec Porsche. Donc à première vue, Audi devrait bel et bien sortir sa première sportive électrique l'année prochaine, sauf bien sûr en cas de retournement stratégique majeur. On va maintenant attaquer les sujets de la vidéo du jour, j'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à booster celle-ci, à laisser un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu du jour. Et on va tout de suite commencer par ce sujet qui concerne les trois marques allemandes Audi, Mercedes et BMW. Depuis quelques années, avec l'électrification forcée de l'automobile, ces trois marques se retrouvent directement confrontées aux marques chinoises, qui ont des années d'avance en ce qui concerne la maîtrise de la voiture électrique et de ses composants, et sont victimes malgré elles d'une guerre des prix sans merci sur leur premier marché, le marché chinois. On pourrait penser que ce qui se passe en Chine pour ces marques, on s'en fout complètement, et que ça concerne ni nos marques européennes, ni notre marché européen de l'automobile, mais il faut bien se rappeler que les deux plus gros marchés de Audi, Mercedes, BMW, c'est la Chine et c'est les États-Unis. Si elles perdent ces deux marchés, et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer lentement mais sûrement, c'est pas en se reposant sur notre petit marché européen de l'automobile qu'elles pourront survivre. Le marché chinois, c'est vraiment un marché qui est crucial pour ces trois marques-là. Malheureusement, elles y ont toutes les trois fortement décliné en 2025. Audi, par exemple, c'est moins 5% de vente, BMW, moins 12,5% et Mercedes, moins 19%. Audi étant un petit peu moins touché que les deux autres marques allemandes, parce qu'en Chine, elle a une image des tarifs qui sont légèrement inférieurs à ceux de BMW et de Mercedes. Quoi qu'il en soit, pour essayer de redresser la barre en 2026 et de lutter face à une concurrence chinoise qui est de plus en plus agressive, les trois marques n'ont pas le choix que de baisser fortement leurs prix. Du côté de chez BMW, cette baisse des prix touche l'intégralité de la gamme, des réductions plus ou moins importantes qui peuvent quand même atteindre 40 000 € de réduction sur les séries 7 électriques ou encore 10 000 € de réduction sur les versions électriques du BMW iX1. C'est quand même 25% de réduction comparé à son tarif de base de 40 000 €. Chez Mercedes, qui est la marque la plus touchée par cette baisse des ventes, c'est entre 4 500 € et 9 000 € de réduction sur la plupart des modèles, y compris sur des modèles clés comme la classe C ou le GLC. Officiellement dans leur communication, les trois marques évitent de parler de guerre des prix et préfèrent évoquer ce qu'elles appellent un soutien au réseau de distribution, la belle petite langue de bois. On verra si ça permet à Mercedes de se relever du flop commercial qu'est la Mercedes CLA électrique, même si en Europe elle s'est plutôt bien vendue pour un modèle 100% électrique. En Chine, ses ventes sont pas bonnes du tout, ça fait d'ailleurs 2 mois d'affilée que Mercedes ne publie plus les résultats de vente détaillés de sa CLA, préférant les regrouper avec d'autres modèles. Et ça, en général, ça veut dire que les ventes sont pas très bonnes. Du côté de chez Audi aussi, on fait des réductions, mais des réductions qui sont moins importantes que chez Mercedes et BMW, puisque comme je vous l'expliquais juste avant, Audi est un petit peu moins touché par la crise des voitures allemandes en Chine, et a déjà de base des tarifs qui sont un petit peu moins élevés. On verra si cette politique de réduction des prix suffit à relancer les ventes en Chine, ou si l'année 2026, qui s'annonce quand même décisive pour BMW, Mercedes et Audi, est finalement catastrophique. En parlant d'année catastrophique, on va parler de Maserati, ce serait abusé de pas en parler vu les chiffres qu'ils viennent d'annoncer puisqu'on a les chiffres de vente 2025. Je vous le donne en mille, entre le pic des ventes de Maserati qui a eu lieu en 2017 et l'année 2025, c'est moins 86% de ventes. Des ventes qui ont été divisées par 7 en 7 ans, belle perf, hein, c'est constant au moins, passant d'environ 50 000 unités en 2017 à environ 7 800 en 2026. Ce qui est assez inquiétant, c'est que l'année 2025 n'a montré absolument aucun signe de rebond. C'est 1700
1700 unités au premier trimestre, 2500, donc un peu mieux quand même au deuxième, 1700 au troisième et 1900 en fin d'année. Donc c'est plat, il n'y a aucun sursaut de fin d'exercice, il n'y a aucun élan commercial et ça risque pas de s'arranger, en tout cas pas à court terme, puisque sauf annonce surprise, Maserati n'a pas de nouveaux modèles dans les cartons avant un bon moment. Les modèles actuels se vendent pas très bien, et ce qui est surtout assez dur pour Maserati, c'est que ses anciens concurrents, qui étaient Ferrari et Lamborghini, s'en sont très bien sortis en 2025. Ils vendent un tout petit peu moins de voitures qu'avant, mais avec tellement de marge que c'est largement compensé. Alors la bonne nouvelle, c'est que Maserati n'est pas au point mort non plus, puisque son dirigeant actuel, Jean-Philippe Imparato, avec une nouvelle équipe, veut s'inspirer de la stratégie qui a marché chez Ferrari et chez Lamborghini, c'est-à-dire reconstruire l'image et la désirabilité de la marque. On peut espérer que ça passe par l'arrivée de nouveaux moteurs thermiques de grosses cylindrées, mais dans tous les cas, ce sera un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de Stellantis, sachez que Stellantis organise encore une nouvelle campagne de rappel. C'est la bagatelle de 215 000 véhicules qui sont rappelés en Europe, dont 35 000 en France. Ça touche une vaste gamme de véhicules utilitaires et monospaces familiaux chez Peugeot, Citroën, Opel et Fiat. Je vous mettrai la liste des véhicules concernés au montage par écrit dans cette vidéo. Pourquoi ces véhicules sont rappelés? Pour une raison très simple, c'est que Stellantis, comme tout plein d'autres constructeurs, ont remplacé les compteurs traditionnels à aiguilles par des écrans. Sauf que sur ces modèles, des fois, l'écran devient noir, il n'y a plus rien d'affiché, y compris la vitesse, donc on ne sait pas à combien on roule quand l'écran est éteint. Apparemment, ce problème pourrait également entraîner d'autres dysfonctionnements liés au système d'aide à la conduite, ce qui entraîne une non-conformité réglementaire et ce qui oblige Stellantis à rappeler ses véhicules pour les corriger. Pour corriger le problème, c'est une mise à jour logicielle qui va être déployée, ça sera en concession et le véhicule sera immobilisé pendant à peu près 1 heure. Et évidemment, tout est pris en charge par Stellantis, ce qui est normal. Ce qui est moins normal, c'est que c'est quand même déjà, si je ne dis pas de bêtises, c'est la 3e, 4e, peut-être même 5e campagne de rappel qu'on voit dans le groupe depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, il y a autre chose que l'on constate, c'est que pour la première fois, le tarif moyen de l'assurance d'une voiture électrique en France est supérieur à celui d'une voiture thermique, essence ou diesel. D'après le dernier baromètre publié par assureland.com, en février 2026, la prime moyenne d'assurance pour une voiture électrique était de 818 € par an, c'est 9% de plus qu'une voiture à essence et 11% de plus qu'un diesel. C'est une première, vraiment, jusqu'ici les tarifs étaient inférieurs. On rappelle qu'en 2023, l'assurance moyenne d'une voiture électrique était de 565 €, ce qui fait qu'en 2 ans, la facture a bondi de 45%. Alors pourquoi cette augmentation? Tout simplement parce que réparer une voiture électrique, ça coûte bien plus cher que de réparer une voiture thermique. Notamment à cause des batteries qui coûtent extrêmement cher à remplacer, mais aussi parce que faire réparer sa voiture électrique au petit garage du coin est rarement faisable. En général, il faut qu'elle soit réparée en concession ou alors dans des gros ateliers où la main d'œuvre est vraiment spécialisée et formée à la voiture électrique. Et ça, forcément, ça coûte plus cher. On rappelle que depuis 2010, la prime moyenne d'assurance automobile ont augmenté de 36%, donc l'augmentation de 45% du côté des voitures électriques, elle est nettement supérieure à la moyenne française du reste des automobiles, et que tout comme pour les véhicules thermiques et également hybridés, elle est également pénalisée par le tarif moyen des voitures neuves qui a explosé ces dernières années. Forcément, une voiture plus chère, elle est plus chère à assurer, mais également par l'explosion du prix des pièces détachées qui touche l'ensemble du secteur automobile. Pour terminer, on va parler d'un nouveau rapport qui a été dévoilé par la FIEV, qui est la Fédération française des équipementiers automobiles, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les pièces qu'utilisent derrière les constructeurs pour produire leurs voitures. D'après la FIEV, 40% des entreprises du secteur ont enregistré en 2025 des pertes d'exploitation, c'est-à-dire que non seulement elles n'ont pas gagné d'argent, mais en plus elles en ont perdu. 40% affichent une perte, 50% d'entre elles ont affiché une rentabilité qui n'a pas dépassé 10%, et ça c'est un réel problème parce que même si elles ont gagné de l'argent, c'est pas assez pour qu'elles puissent investir dans les technologies de l'avenir ou qu'elles puissent ne serait-ce que se constituer un petit pactole pour absorber les futurs chocs économiques ou géopolitique. Près d'une entreprise sur 2 a perdu plus de 20% d'activité depuis 2019 et plus de la moitié a vu encore son activité diminuer en 2025 par rapport à 2024. Donc c'est vraiment une crise massive et majeure. Près de la moitié des entreprises du secteur déclarent avoir réduit leurs effectifs en France et malheureusement les perspectives à court terme restent assez sombres puisque plus d'un tiers des entreprises prévoient de nouvelles suppressions de postes en France l'année prochaine ou en 2027. Certaines allant même jusqu'à envisager la fermeture d'usines dans les prochains mois. À moyen terme, les équipementiers anticipent une réduction durable des capacités de production en Europe, ce qui veut dire que, en gros, les équipementiers savent que ce qui se passe là, la chute que le secteur est en train de vivre ne s'en remettra jamais vraiment. Pour la plupart des équipementiers, c'est dû à 2 choses et c'est comme d'habitude, malheureusement, c'est toujours la même rengaine, mais c'est la vérité. Le premier problème, c'est le desourcing, c'est-à-dire que petit à petit, les entreprises qui font appel normalement à des équipementiers, donc en gros, les constructeurs, qu'ils soient français ou pas, font de moins en moins appel à des fournisseurs européens ou français, mais plutôt à des fournisseurs chinois ou originaires des pays de l'Est. Et deuxièmement, il y a moins de
voitures qui se vendent, et donc forcément, quand on vend moins de voitures, on en fabrique moins, et donc on fait appel aussi à moins d'équipementiers. On a fait le tour pour l'actu du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire, et en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao!